Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Florence, petite ville bruyante du Kentucky, avec ses 30 000 habitants et son ambiance commerciale animée, semble bien éloignée de l'image des métropoles américaines étourdissantes. Certes, sa taille est modeste, mais elle agit comme un véritable aimant pour les foules du nord du Kentucky. Les habitants la connaissent comme une plaque tournante, un carrefour où se pressent chaque jour des milliers de personnes et de voitures, attirées par les nombreux magasins et boutiques qui bordent ces rues. C'est un endroit où l'agitation commerciale rencontre la tranquillité de la vie de province. Son emplacement? Idéal. Une route principale passe juste à côté, comme un ruban de béton qui relie les voyageurs au reste du pays. Chaque année, des milliers de passants y font halte, recherchant un peu de répit avant de reprendre leur chemin. Mais pour une femme en particulier, Florence n'aura pas été un simple passage. Cette ville, avec ses lumières et son va-et-vient constant, est devenue, pour elle, la dernière étape, sa dernière demeure. Le 10 avril 2000, alors que le soleil matinal caressait les rues de Florence, un groupe de prisonniers s'occupait de leur routine habituelle, nettoyer les ordures qui jonchaient les bords de route. Une tâche banale, presque apaisant, jusqu'à ce qu'un des détenus remarque quelque chose d'étrange dans un fossé au bord de la route. Là, parmi les détritus et les feuilles mortes, un sac semblait les narguer par son apparence étrange. Ce qui n'était censé être qu'un amas de vieux vêtements abandonnés s'avéra bien plus sinistre. Quand ils ont ouvert ce sac, ce n'étaient pas des vêtements usés qu'ils ont découverts, mais l'horreur personnifiée. À l'intérieur, le corps mutilé d'une femme, défiguré au point de défier l'imagination. Une partie de la colonne vertébrale manquait, la tête avait été enlevée, et dans un geste de violence insensé, 9 de ses 10 doigts et orteils avaient été coupés. Les vêtements déchirés, restés accrochés à ce qui restait du corps, révélaient que la victime était sans doute une femme. Le corps, déjà plongé dans un état avancé de décomposition, offrait une vision macabre, rendant tout espoir d'identification immédiate impossible. Il ne s'agissait plus seulement d'une découverte, mais d'un mystère à part entière, un puzzle sanglant qui nécessitait des investigations poussées. Ce qui était clair, cependant, c'est que ces restes abandonnés gisaient là depuis un certain temps, invisibles à tous jusqu'à ce jour fatidique. Les policiers, arrivés sur les lieux, ont immédiatement supposé que le corps avait peut-être été volontairement mutilé, comme une manœuvre macabre pour retarder l'identification de la victime. Mais face à l'avancée de la décomposition, une autre hypothèse s'est également imposée. Et si des animaux sauvages avaient causé ces blessures post-mortem? Une sinistre éventualité, mais plausible. Pourtant, les lieux restaient étrangement silencieux. Aucun signe de lutte, pas de traces de sang, ni la moindre preuve d'un acte violent sur place. Rapidement, les enquêteurs en ont déduit que le crime n'avait probablement pas eu lieu ici. Le corps, vraisemblablement, avait été transporté et abandonné dans ce fossé, jeté comme un vulgaire déchet après une exécution impitoyable. L'enquête devait désormais se concentrer sur 2 éléments essentiels: identifier la victime et découvrir le véritable lieu du meurtre. Mais les indices, eux, étaient d'une rareté désespérante. Les policiers, examinant chaque centimètre du lieu de la découverte, n'ont relevé qu'un seul détail intrigant: 3 cheveux coincés dans la fermeture éclair d'un sac. Ces maigres fragments ont été soigneusement collectés et envoyés pour analyse. Chargés dans la base de données policière, ces cheveux n'ont cependant révélé aucune correspondance. Un faux espoir, mais pas une impasse. Les forces de l'ordre, espérant identifier la victime, ont fait appel à la population via les médias. Cette initiative a rapidement porté ses fruits. Peu de temps après la diffusion de l'appel, Michelle Martin, une résidente de la ville voisine d'Edgewood, a pris contact avec la police. Elle a expliqué que sa mère, Tina Ray Stevens, âgée de 45 ans, avait disparu sans laisser de traces depuis près d'1 an. Durant cette année d'incertitude, Michelle avait suivi les informations avec anxiété, craignant que les restes découverts ne soient ceux de sa mère. Cette possibilité l'effrayait, mais l'espoir d'avoir enfin des réponses était plus fort. Mais qui est cette femme,
Tina Ray Stevens. Tina Stevens est née en 1955. Au tournant des années 60 et 70, elle était devenue la parfaite incarnation de l'idéologie hippie, prônant la liberté et l'anticonformisme. Artiste dans l'âme, créative et en quête d'aventure, elle avait beaucoup voyagé, changeant de ville au gré de ses envies. Elle enchaînait les petits boulots, serveuse ici, employée là-bas, mais n'avait jamais envisagé de travailler sérieusement dans une entreprise. Elle aimait cette vie de liberté et d'insouciance jusqu'à ce qu'un jour, cela la conduise en prison. Arrêtée pour possession de substances illicites, elle avait purgé une courte peine en Floride. Michelle, la fille de Tina, est née alors que sa mère n'avait que 19 ans. Tina, avec son esprit indépendant, ne se sentait pas prête à assumer le rôle de mère, et c'est finalement une autre famille qui a pris en charge l'enfant. Contrairement à sa mère, Michelle avait grandi en recherchant la stabilité, consacrant tout son temps libre à sa propre famille. Bien que leur relation avait été compliquée, Michelle avait, au fil des ans, cherché à rétablir des liens avec Tina, malgré les absences répétées et les moments importants manqués. Pour Michelle, ces absences étaient devenues presque normales. Cependant, à partir de la quarantaine, Tina semblait s'être apaisée. Elle passait plus de temps avec sa famille et adorait son petit-fils, trouvant toujours un moment pour être présente lors des occasions spéciales. Mais en septembre 1999, Tina ne s'était pas présentée à la fête des 3 ans de son petit-fils, laissant le garçon attristé. Ce comportement inhabituel avait profondément inquiété Michelle, car depuis, personne n'avait réussi à la joindre. Michelle avait compris que cette fois-ci, sa mère était probablement dans de sérieux ennuis. Jamais auparavant, Tina n'avait perdu tout contact avec sa famille pendant une aussi longue période, ce qui inquiétait profondément sa fille. Inquiète, Michelle s'est tournée vers la police, mais les agents, invoquant le mode de vie vagabond de Tina, ont refusé de prendre sa déclaration. Déterminée, Michelle n'a pas baissé les bras. Elle a publié des annonces de disparition dans tous les journaux, distribué des tracts et partagé des informations sur sa mère avec les habitants de la ville. Elle suivait attentivement toutes les nouvelles locales, espérant un signe de sa mère, mais en vain. Michelle avait tout tenté, sans aucun résultat, et près d'1 an s'était écoulé depuis la disparition de Tina. En avril 2000, Michelle a vu un reportage sur la découverte d'un corps mystérieux trouvé par des prisonniers en banlieue. Ce corps, laissé là depuis longtemps, avait été retrouvé dans un état de décomposition avancé. Avec un nouvel espoir teinté de crainte, Michelle a contacté la police et a de nouveau parlé de la disparition de sa mère. Elle a fourni une description détaillée de Tina, mentionnant un tatouage distinctif sur son cou, ainsi que la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Malheureusement, l'état horrible du corps retrouvé, réduit presque à l'état de squelette, a rendu cette description difficilement utile pour l'identification immédiate. Après l'appel de Michelle, les enquêteurs l'ont invitée au poste pour obtenir des informations plus détaillées. Lors de cet entretien, Michelle a pu fournir un élément précieux. Elle a mentionné que sa mère s'était cassé la jambe plusieurs années auparavant. Le médecin légiste, en examinant les restes du squelette, a effectivement constaté une blessure similaire sur l'os. Bien que cela n'ait pas suffi pour une identification formelle, cette correspondance a permis une identification provisoire, et le corps a été considéré comme celui de Tina Stevens. À cette époque, les tests ADN n'étaient pas couramment utilisés, de sorte qu'aucune analyse génétique n'a été réalisée pour confirmer l'identité. Cependant, en examinant plus en détail les restes, le médecin légiste a découvert une blessure au niveau de la clavicule ressemblant à un coup de couteau, suggérant que Tina avait probablement été poignardée. Cette découverte a rapidement fait basculer l'affaire vers une enquête pour homicide. Les forces de l'ordre ont donc commencé à enquêter sur l'entourage de Tina, cherchant des personnes qui auraient pu lui vouloir du mal. Ils ont découvert qu'elle avait eu une relation tumultueuse avec un homme nommé Thomas peu avant sa disparition. Le couple avait cohabité un certain temps, mais des rumeurs circulaient dès 1998 sur des violences au sein de leur relation. Finalement, le couple s'était séparé. En examinant les dossiers de police, un enquêteur a confirmé que le couple avait des antécédents de violences domestiques. La police avait été appelée à leur résidence à plusieurs reprises. Bien qu'ils aient tous deux été arrêtés, Tina avait été reconnue comme l'assaillante principale dans ces incidents et avait été inculpée pour délits mineurs avant d'être relâchée.
Ces éléments ont conduit les enquêteurs à se pencher de plus près sur cette relation houleuse, espérant ainsi obtenir des réponses sur ce qui avait pu conduire à sa mort. Bien que les charges aient été abandonnées contre Thomas dans le passé, les enquêteurs ont immédiatement soupçonné qu'il aurait pu chercher à se venger de Tina, surtout de manière aussi cruelle. Ils ont donc décidé de le convoquer pour un interrogatoire. Lors de cette rencontre au poste de police, Thomas s'est montré nerveux, et ses réponses ont été contradictoires lorsqu'il a appris la mort de Tina. Cette nervosité soudaine a renforcé les soupçons des enquêteurs, qui se demandaient si le stress l'affectait ou s'il cherchait à cacher quelque chose. À la suite de cet entretien, les enquêteurs ont demandé à inspecter sa voiture. Thomas a accepté, bien que de manière réticente. C'est là qu'ils ont découvert des taches de sang séchées sur la porte du véhicule, des traces qui pouvaient potentiellement correspondre à la période de la disparition de Tina, survenue environ 1 an plus tôt. Interrogé sur ces taches, Thomas a nié toute implication dans la disparition de Tina, mais n'a pas pu expliquer l'origine du sang. Les enquêteurs ont alors collecté des échantillons pour analyse afin de vérifier si le sang pouvait appartenir à Tina. À ce moment-là, il semblait que l'affaire avançait vers sa résolution. Cependant, les résultats des analyses ont révélé que le sang ne correspondait pas à celui de la victime. Sans preuve directe reliant Thomas à l'homicide, la police n'a eu d'autre choix que de le relâcher, laissant à nouveau l'enquête dans l'impasse. Alors que l'enquête semblait piétiner, les policiers ont soudainement fait une découverte cruciale, un lien entre Tina et un couple au passé trouble, Deborah Wyatt et Leonard Day. Leonard était l'ex-petit ami de Tina et ils partageaient un cercle d'amis communs ainsi qu'un style de vie similaire, marqué par des excès et des fréquentations douteuses. Cette révélation a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs, qui ont commencé à explorer les relations entre Tina, Leonard et Deborah plus en profondeur. Plus ils s'enfonçaient dans les détails de ce trio, plus les soupçons autour de Leonard et Deborah s'intensifiaient. Deborah Wyatt est née en 1959 et a grandi à 3 heures de route de Florence, dans une petite ville de l'Indiana. Elle avait 3 frères, avec qui elle est restée proche tout au long de sa vie. Durant son enfance, elle se distinguait par un esprit rebelle, mais sans jamais sombrer dans la grossièreté ou la violence. En grandissant, Deborah s'est adoucie, devenant une personne douce et docile. Elle était décrite comme une fille aimable, attentionnée et toujours prête à aider les autres, qualité qui suscitait de grandes attentes chez sa mère. Dotée d'un cœur aimant, Deborah s'orientait naturellement vers une carrière dans le domaine médical. Malgré sa gentillesse, elle était aussi assez impulsive et avec une touche de sauvagerie, a fini par abandonner l'école peu avant l'obtention de son diplôme. Au lieu de poursuivre ses études, Deborah a décidé de voyager et a passé près de 2 décennies à traverser le Midwest, s'installant de manière temporaire ici et là, menant une vie nomade. Elle a finalement trouvé une certaine stabilité en travaillant pour une entreprise de télécommunications, où elle posait des câbles. Dévouée à son travail de technicienne, Deborah s'est investie pleinement dans cette activité, se forgeant une nouvelle vie. Deborah, avec son apparence attirante, n'a jamais manqué de prétendants, mais elle ne s'était jamais engagée dans des relations durables. Sa vie tout entière reflétait un besoin de liberté. Malgré son esprit indépendant, elle restait profondément attachée à sa famille et revenait régulièrement en Indiana pour leur rendre visite. Lors d'un de ses retours en 1998, Deborah a finalement rencontré l'homme qui a su captiver son cœur, Leonard Day. De 3 ans son cadet, Leonard avait également grandi dans la même ville et ils se connaissaient depuis l'enfance, bien qu'il n'ait jamais exploré une relation amoureuse auparavant. Tout comme Deborah, Leonard avait mené une vie de nomade, déménageant de lieu en lieu et travaillant dans le même domaine qu'elle. Lui aussi posait des câbles de télécommunications, mais en tant qu'entrepreneur indépendant. Leur mode de vie et leurs expériences similaires ont facilité leur connexion immédiate. Cependant, Leonard se distinguait par un caractère plus rude et une réputation de voyou, malgré une apparence charmante et un charisme naturel. Pour Deborah, Leonard représentait à la fois un semblable et un contraste, ce qui semblait renforcer leur lien naissant. Au printemps 1999, Deborah et Leonard ont commencé à se fréquenter de manière plus sérieuse. Cette nouvelle étape dans leur relation a débuté lorsqu'ils se sont embarqués ensemble pour un voyage professionnel.
Léonard avait été engagé pour poser une nouvelle ligne de télécommunication dans des régions reculées de l'État, et Déborah a décidé de l'accompagner. Comme à leur habitude, ils n'avaient pas de lieu de résidence fixe, passant de ville en ville, vivant sur la route, tout en accomplissant leur mission pour l'entreprise. Malgré des conditions de vie spartiates, leur employeur cherchait constamment à améliorer leur confort en leur offrant des chambres d'hôtel plus accueillantes, parfois même équipées de cuisine pour qu'ils puissent cuisiner leurs propres repas. À ce stade de sa vie, Déborah avait déjà 40 ans. Elle commençait à ressentir le besoin de se stabiliser, d'abandonner cette vie de nomade. Elle aspirait à s'installer quelque part de manière durable, à trouver un emploi plus stable et peut-être à fonder une famille. À la fin de l'année 1999, les contrats de Léonard et Déborah ont pris fin, et le couple a finalement trouvé ce qui semblait être l'endroit idéal pour construire une vie ensemble. Après avoir vécu sur la route pendant près d'1 an, ils se sont installés à Albemarle, en Caroline du Nord, une petite ville tranquille, à l'est de Charlotte, nichée dans les montagnes, et comptant environ 16 000 habitants. Léonard avait de la famille dans la région, et c'est en rendant visite à ses parents que l'idée d'y rester s'est imposée. Le couple a loué un logement dans cette petite ville paisible, et Déborah a rapidement trouvé un emploi dans une usine de viande, où elle emballait le jambon des agriculteurs locaux. Sa famille, en venant lui rendre visite, a été agréablement surprise par les changements dans sa vie, ravie de la voir poser des racines et construire une stabilité qu'il n'avait jamais imaginée pour elle. Le quotidien à Albemarle semblait suivre un rythme serein et régulier pour Déborah et Léonard, jusqu'à ce qu'une découverte macabre survienne en avril 2000. Un corps humain atrocement mutilé avait été trouvé près d'un fossé routier dans le Kentucky, et cette découverte allait bientôt bouleverser leur vie paisible. Près de 3 semaines après la découverte des restes de Tina, l'enquête a pris une nouvelle tournure. Les policiers ont enfin obtenu un mobile plausible pour le meurtre et ont identifié 2 suspects. En interrogeant les proches et connaissances de Tina, ils ont appris qu'elle avait eu une relation avec un homme du nom de Leonard Day, âgé de 37 ans. Sa famille avait mentionné Léonard dès le début de l'enquête, mais les enquêteurs ne l'avaient pas pris en considération immédiatement. Ce n'est que plus tard qu'ils ont commencé à approfondir l'histoire complexe entre Tina et Léonard. En retraçant leur passé, les enquêteurs ont découvert que Tina et Léonard s'étaient rencontrés en 1994 dans un centre de réadaptation en Floride où ils suivaient le programme des 12 étapes pour traiter leur dépendance. Après avoir achevé le programme, le couple était retourné dans leur ville natale et avait emménagé ensemble. Au début, leur relation semblait solide et ils se soutenaient mutuellement. Cependant, en 1996, quelque chose a mal tourné, entraînant leur séparation. Le mystère planait sur la nature de leur relation après cette rupture, d'autant plus que 4 ans s'étaient écoulés avant que le corps de Tina ne soit retrouvé. Les enquêteurs n'avaient initialement pas prêté attention à Léonard en raison de cette longue période, préférant se concentrer sur Thomas, qui a finalement été écarté de la liste des suspects. Mais en examinant de plus près les relations personnelles de Tina avec Léonard, les policiers ont commencé à voir des mobiles de plus en plus suspects, qui laissaient penser que Léonard pourrait être impliqué dans la mort de Tina. Pour en apprendre davantage sur Léonard, les enquêteurs se sont adressés à son supérieur, Robert, qui a finalement accepté de les rencontrer pour répondre à quelques questions. Selon lui, au moment de la disparition de Tina, en mai 1999, Léonard se trouvait effectivement dans le Kentucky avec sa petite amie actuelle, Déborah, pour un contrat de plusieurs mois d'installation de câbles. Cette coïncidence, qui plaçait Léonard sur les lieux du crime, semblait difficilement fortuite. Robert a partagé une anecdote significative. Fin mai, il s'était rendu dans un bar par hasard et y avait retrouvé Léonard en compagnie de son ex-petite amie, Tina Stevens. Ils discutaient tranquillement sans attirer l'attention, mais le supérieur avait noté que Léonard semblait particulièrement ému en sa présence. Lors d'une conversation privée, Léonard lui aurait même confié que Tina restait l'amour de sa vie, malgré sa relation actuelle avec Déborah. À la fin de la soirée, Robert et Léonard étaient rentrés chez eux séparément, mais Robert savait que Tina et Léonard avaient pris une chambre d'hôtel ensemble, où leur relation avait apparemment repris de plus belle. Cependant, Léonard vivait alors déjà une histoire avec Déborah, âgée de 39 ans,
tout en nourrissant des sentiments persistants pour Tina. Ce triangle amoureux plaçait Tina dans une situation délicate et potentiellement dangereuse, d'autant plus que de telles relations complexes finissent souvent de manière tragique. Deborah n'avait pas tardé à découvrir la liaison secrète de Léonard avec son ex-petite amie, Tina. Elle en avait ressenti une haine profonde pour celle qu'elle considérait comme une rivale, et elle ne cachait pas son ressentiment à son entourage proche. Son aversion pour Tina avait même fini par atteindre Robert, le supérieur du couple, qui a rapporté avoir entendu Deborah évoquer à plusieurs reprises cette menace qui, selon elle, risquait de lui voler Léonard. À mesure que la relation entre Léonard et Tina se renforçait, Léonard trouvait des excuses pour s'éloigner de Deborah afin de retrouver secrètement son ex-petite amie. Deborah, bien qu'incapable de prouver ses soupçons, sentait bien ce qui se passait et accumulait de la rancœur. Un jour, elle a réussi à découvrir où Léonard et Tina se retrouvaient. Elle s'est précipitée dans l'hôtel où ils séjournaient et, en trouvant le couple ensemble, a explosé de colère. Deborah a déclenché une violente altercation, brisant des vitres et allant jusqu'à menacer Tina avec un couteau, exigeant qu'elle renonce à Léonard. Le chaos de cette scène a attiré l'attention des employés de l'hôtel, qui ont dû appeler la police pour intervenir et séparer le couple et Deborah. Un rapport général avait été rédigé à la suite de l'incident à l'hôtel, mais malgré l'altercation, les trois protagonistes, Léonard, Tina et Deborah, avaient fini par se réconcilier temporairement et étaient retournés ensemble dans la chambre. Cet événement troublant s'était déroulé le 29 mai 1999, soit à peu près au moment où Tina a mystérieusement disparu sans laisser de traces. Suite aux informations fournies par le supérieur de Léonard, les enquêteurs se sont rendus à l'hôtel pour examiner la chambre où Deborah avait déclenché la bagarre. Bien entendu, après plusieurs nettoyages en un an, il était peu probable qu'ils y trouvent des preuves matérielles. Cependant, ils ont interrogé les employés de l'hôtel et ont réussi à localiser la femme de chambre qui avait nettoyé la chambre juste après le départ du groupe. Selon cet employé, la chambre était dans un état de chaos total. Des éclats de verre et des débris de meubles jonchaient le sol. Mais ce qui avait attiré son attention étaient des détails étranges. Elle se souvenait notamment d'avoir remarqué des taches sombres suspectes dans la chambre, ainsi que quelques autres indices inquiétants. Les détails fournis par la femme de chambre étaient troublants et ont rapidement captivé l'attention des enquêteurs. Malgré le désordre apparent dans la pièce, les draps sur le lit étaient anormalement propres, et elle avait immédiatement remarqué qu'il ne s'agissait pas de linge standard pour un motel, mais de draps d'une qualité différente, comme s'ils avaient été amenés de l'extérieur. De plus, il manquait le rideau de douche, un objet introuvable même dans les stocks de l'hôtel, et les murs de la salle de bain portaient des traces de produits de nettoyage puissants, avec une forte odeur d'eau de javel qui persistait. Ce qui lui paraissait le plus étrange, c'était l'état impeccable de la pièce, malgré les éclats de verre et les débris de meubles. La chambre était nettoyée avec une minutie inhabituelle, au-delà de ce qu'on pourrait attendre de clients impliqués dans une bagarre aussi violente. Cela donnait l'impression que quelqu'un avait tenté d'effacer des preuves compromettantes. Mais à l'époque, sans indice concret sur la disparition de Tina, la femme de chambre avait fini par oublier ces anomalies jusqu'à ce qu'elle relate ses souvenirs aux policiers. Ces informations étaient essentielles pour les enquêteurs, qui voyaient dans cette chambre d'hôtel un lieu probable du meurtre de Tina. La possibilité que les draps et autres objets manquants aient été emportés pour dissimuler des preuves sanglantes semblait de plus en plus plausible. Cependant, sans preuves matérielles, l'hypothèse restait fragile. Pour avancer dans l'enquête, les policiers se sont donc rendus en Caroline du Nord pour interroger Deborah et Léonard directement, espérant obtenir de nouvelles informations ou des indices qui pourraient enfin faire la lumière sur la disparition de Tina Stevens. Malgré les attentes des enquêteurs, Léonard et Deborah ont coopéré sans résistance. Ils ont relaté leur histoire en toute transparence, y compris la liaison extra-conjugale de Léonard, mais ont nié catégoriquement toute implication dans le meurtre de Tina Stevens. Des prélèvements de cheveux ont été effectués sur les deux pour comparaison avec les cheveux retrouvés dans la fermeture éclair du sac contenant les restes de Tina. Malheureusement pour l'enquête, les résultats des analyses n'ont pas révélé de correspondance, laissant les enquêteurs sans preuves concrètes et faisant retomber l'affaire dans une impasse. Pendant les 2 années suivantes, aucune avancée significative n'a été réalisée
et l'affaire semblait définitivement bloquée. Mais en avril 2002, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'un appel a été reçu de la part des employés de la prison d'une ville voisine du Kentucky. Leonard Day y avait été incarcéré peu de temps auparavant pour possession de substances illicites, et au cours de sa détention, il avait fait des confidences troublantes à l'un de ses codétenus. Selon ce dernier, Leonard avait avoué que Deborah était impliquée dans le meurtre de Tina Stevens et que lui-même avait joué un rôle actif dans l'acte. D'après ses aveux, ils avaient fait l'amour à trois après cette bagarre. Ensuite, Deborah avait pris l'initiative de se débarrasser de Tina, sa rivale, tandis que Leonard était présent sur les lieux participant à l'achèvement de la victime avant de l'aider à faire disparaître le corps. Ces révélations ont été rapidement transmises aux autorités par les codétenus, ce qui a poussé les gardiens de cette prison à contacter les enquêteurs. Lorsque les policiers se sont rendus à la prison pour interroger Leonard officiellement, il a finalement confirmé ses confidences. Il a avoué que Deborah avait effectivement tué Tina et qu'ils avaient ensuite comploté ensemble pour se débarrasser du corps. Cet aveu inattendu de Leonard représentait un tournant majeur dans l'affaire, offrant enfin aux enquêteurs une piste solide sur les circonstances de la mort de Tina Stevens. Suite aux aveux de Leonard, les enquêteurs se sont rendus sans tarder en Caroline du Nord pour arrêter Deborah sur son lieu de travail, une usine de transformation de viande. L'arrestation a pris Deborah par surprise et elle a aussitôt clamé son innocence, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire et qu'elle n'avait aucun lien avec la mort de Tina. Cependant, la police n'avait en réalité que les aveux de Leonard pour étayer cette accusation, sans aucune preuve matérielle directe liant Deborah au meurtre. Malgré cette faiblesse dans le dossier, les enquêteurs étaient résolus à mener l'affaire jusqu'au bout. En mai 2005, Deborah, alors âgée de 45 ans, a été jugée dans le comté de Boone, au Kentucky, pour meurtre. L'accusation a présenté l'affaire en affirmant que 6 ans plus tôt, en mai 1999, Deborah avait surpris Leonard avec Tina dans un hôtel et, dans un accès de jalousie, avait tué sa rivale avant de se débarrasser du corps. Selon l'accusation, ce n'est qu'en 2002 que la vérité avait commencé à émerger, lorsque Leonard avait évoqué son rôle dans le meurtre en prison, révélant ainsi le mobile de la jalousie comme mobile principal. Mais pour obtenir un verdict de culpabilité, le procureur devait convaincre le jury qu'il ne s'agissait pas seulement de paroles échangées entre codétenus, mais d'une réelle confession validant la culpabilité de Deborah. L'absence de preuves matérielles et de témoins oculaires directs compliquait la tâche. La question restait de savoir si le témoignage de Leonard serait jugé suffisamment crédible pour convaincre le jury et mener à une condamnation. Leonard, conscient de la gravité des charges pesant sur lui pour complicité et falsification de preuves, a accepté de collaborer avec l'accusation dans l'espoir de réduire sa peine. En échange de sa coopération, il a témoigné contre Deborah, affirmant qu'elle l'avait convaincu de l'aider à se débarrasser du corps de Tina. Devant le tribunal, il a cependant nié toute participation directe dans le meurtre, une version qui contrastait fortement avec ses premiers aveux faits en prison. Lors de ses confidences en détention, Leonard avait décrit une scène bien plus incriminante. Selon cette version initiale, il aurait vu Deborah poignarder Tina à mort, puis, au lieu d'intervenir, lui-même aurait infligé une blessure mortelle pour finalement l'aider à dissimuler le corps. Ces aveux contradictoires ont immédiatement suscité des doutes quant à la crédibilité de Leonard. Malgré cela, en septembre 2003, le jury l'avait déclaré coupable de complicité et de falsification de preuves et il a été condamné à 50 ans de prison. Restait à trancher la culpabilité présumée de Deborah, accusée d'avoir commis le meurtre par jalousie. Le procès de Deborah s'est révélé particulièrement complexe pour le parquet, qui s'appuyait principalement sur les déclarations fluctuantes de Leonard et le témoignage de témoins de son entourage. L'accusation a fait valoir que la jalousie était le principal mobile, mais la défense a rapidement exposé les faiblesses du dossier. Il n'y avait ni arme du crime, ni preuve matérielle directe, et pas de témoin oculaire, si ce n'est Leonard, qui cherchait manifestement à alléger sa peine. Les avocats de Deborah ont donc argumenté que Leonard profitait de cette opportunité pour détourner les soupçons de lui-même, d'autant que sa coopération coïncidait avec un allègement potentiel de sa propre sentence. Malgré les efforts de la défense pour discréditer Leonard,
plusieurs témoins ont confirmé l'existence d'un conflit profond entre Déborah et Tina, un élément qui renforçait le mobile de la jalousie. Curieusement, Déborah elle-même était à l'origine de nombreuses rumeurs sur son aversion pour Tina, n'hésitant pas à partager son ressentiment avec son entourage. Des témoins ont même affirmé avoir entendu Déborah avouer, de façon implicite, être responsable de la mort de Tina. Ces témoignages, bien que subjectifs, ont donné du poids à l'accusation, dressant le portrait d'une femme jalouse et déterminée à éliminer sa rivale. Le procès de Déborah a mis en lumière une série d'éléments troublants, discutés avec une intensité inhabituelle par les habitants. Les détails macabres des mutilations infligées au corps, comme les doigts coupés et la tête manquante, qui semblaient destinés à brouiller l'identité de la victime. Cependant, la défense a insisté sur l'aspect exagéré et presque grotesque de certaines remarques attribuées à Déborah, notamment sa déclaration ironique sur le fait de vouloir déterrer Tina et la tuer à nouveau. Pour ses avocats, ces propos n'étaient que des blagues morbides et inappropriées, sans valeur incriminante. Ils ont martelé qu'il n'existait aucune preuve directe de l'implication de leur cliente. Les avocats de Déborah ont également fait valoir qu'un nettoyage parfait de la scène de crime en une seule nuit, avec l'absence totale de traces de sang détectées par la femme de chambre, était tout bonnement impossible. L'accusation, cependant, a soutenu que le nettoyage était réalisable, évoquant des affaires similaires pour appuyer son point de vue. En parallèle, les rumeurs entourant Tina, perçue comme une vagabonde au style de vie libre et parfois associée, à tort ou à raison, à la prostitution, ont été exploitées par la défense. Ils ont avancé l'hypothèse que Tina aurait pu être victime d'un agresseur inconnu, comme un sans-abri, renforçant ainsi l'idée d'une menace externe. Déborah et son avocat ont également dirigé leur attention sur Thomas, l'ancien petit ami de Tina, mettant en avant une coïncidence suspecte. Le sac dans lequel le corps de Tina avait été retrouvé appartenait à Thomas, un cadeau de ses parents peu avant la disparition de la jeune femme. Si Thomas affirmait avoir donné le sac à Tina, l'objet restait un élément intriguant pour la défense, qui suggérait une autre piste potentielle. Dans cette affaire complexe, les jurés faisaient face à une lourde tâche, entre des témoignages contradictoires, des allusions sans preuve matérielle et des mobiles mêlés de jalousie et de vengeance. Ils devaient maintenant déterminer si Déborah était coupable ou si, comme elle le prétendait, elle n'avait aucun lien avec ce crime effroyable. Le 16 mai 2005, après des heures de délibération, les jurés ont finalement rendu leur verdict. Déborah a été reconnue coupable du meurtre de Tina, motivée par une jalousie destructrice. Selon eux, les paroles acerbes de l'accusé et son mépris pour la victime ont été des éléments déterminants, confirmant pour eux son implication directe dans le crime. Après des années de douleur et d'attente, la famille de Tina a pu trouver un semblant de justice. Quelques semaines plus tard, le 7 juin 2005, Déborah a été condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, en 2013, la condamnée avait déjà purgé 8 années derrière les barreaux lorsque sa défense a décidé de faire appel. Ils ont alors demandé au tribunal de leur accorder l'accès aux échantillons de cheveux trouvés dans la fermeture éclair du sac contenant les restes de Tina. Les avocats espéraient procéder à des analyses dans un laboratoire privé, en comparant ses cheveux avec ceux de toutes les personnes qui avaient eu un lien avec cette affaire. Le 28 mars 2014, le juge a finalement approuvé cette demande, ouvrant ainsi une nouvelle porte pour l'accusé. Malgré cette décision, aucune avancée significative n'a été réalisée à ce jour, et Déborah reste emprisonnée, dans l'attente de possibles développements sur son sort. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.